René Château Vidéo, la mémoire du cinéma français, vous présente Télédimanche. Salut, les journalistes et les animateurs qui font beaucoup d'audience ne sont pas toujours les plus connus. Vous en aurez deux exemples dans cette émission. L'un est à Clermont-Ferrand, l'autre à Moscou. Deux reines de l'info sont ensemble à Télédimanche, Claire Chazal et Christine Ockrent, face à face pour parler de leur métier. Présentatrices du journal télévisé, regard croisé sur cette profession particulière où il y a peu de place pour beaucoup de candidats. Christine Bravo sera là en fin d'émission pour répondre à Thierry Ardisson après le divorce du couple qui dirige Froufrou. La première invitée est Pascale Brognaud, patronne des reality shows et des documentaires sur TF1. Son territoire s'agrandit aux dépens des émissions de variété en perte de vitesse. Nous reviendrons bien sûr sur la soirée interchaîne Tous contre le sida avec un reportage de Véronique Jacquinet. Soirée présente également dans le zapping de la semaine. Enfin, c'est une bêtise, c'est un truc bête que j'ai envie de faire depuis le début. Parce que, après tout, on est là pour s'unir, les séropositifs, les pas séropositifs, les homosexuels, les pas homosexuels. Et j'ai envie de faire un truc con, mais j'ai envie d'embrasser le monsieur qui est derrière moi sur la bouche. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'ose? Il a de la chance, le monsieur. Non, je ne le crois pas, mais encore une fois, je n'ai pas l'intention de m'excuser d'avoir choisi de faire la politique. Chemin et Cavada, je n'en fais pas par hasard. Je ne suis pas rentré dans une pièce, j'ai vu de la lumière, il y avait une petite chaise qui était là, je me suis assis, on m'a laissé asseoir, je me suis battu. Non, je n'ai pas cette forme de snobisme qui consiste à dire qu'on est là par hasard. Que j'ai vu de la lumière, il y avait un fauteuil qui était là, je me suis assis, puis voilà. Non, j'ai profondément voulu ce que j'ai fait, j'ai beaucoup travaillé pour y arriver, je continue à beaucoup travailler. Et pour conclure ce journal, une autre histoire de foot, sans commentaire. Pour retracer l'extraordinaire carrière de celui qui fut président de la République 4 années de suite, je me retourne vers Yves, qui va nous en dire quelques mots. Alors, Georges Pompidou, c'est évidemment un grand président moderne dans une France jeune. Georges Pompidou, c'est également le Concorde Marie-Laure, le Concorde moderne et le Concorde jeune, rapide. C'est également, bien sûr, vous l'avez tous sur le bout des lèvres, la voie express rive droite, dite Georges Pompidou. À chaque instant, ils doivent répondre aux journalistes, tenir des conférences de presse. I wonder if you've learned anything from Miss Taylor. Well, when we close the doors at night. Comment ça va? J'ai pensé à toi bien souvent, mais je n'osais t'appeler. Je croyais que tu m'en voulais ou que tu m'avais oublié. Oh, je viens dîner ce soir, j'arrive, attends-moi. Moi, les Américains, en France, donc à foutre le camp, ils baissent toutes nos femmes et puis nous, les pauvres mecs à côté d'eux. Tous les bistrots, c'est américain, on rentre là-dedans, il y a que on met des disques à la radio, là. C'est des disques américains, on sait même plus si on est en France ou en Amérique, alors c'est dégueulasse, quoi. Il faut rien leur laisser sous les mains, autrement ils cassent tout. Ils font un boucan du diable, avec leur bagnole, ils gueulent comme des ânes. Alors, moi j'ai déjà posé la question, ça va quand décide les fiches le camp qu'on en soit débarrassé. Ils seraient aussi bien chez eux comme d'être chez nous. Enfin, cette fois, c'est sûr, Lady Di est en pleine dépression. Formidable ça, oui. On retrouvera Pierre Tornade, oui, dans le rôle phare de cet officier américain qui fraternise une tribu de Sioux, naturellement, à laquelle sera constitué Henri Gubert,
Bernard Ménez et l'irascible Patrick Topalov. La sortie de Tu danses avec les relous est prévue pour les fêtes. Ouais! Ouais! Dans 3 minutes, Pascal Brognaud. D'ici là, Marc-Olivier Fogiel. Le droit de savoir, c'est fini. C'est PPDA lui-même qui l'a dit mercredi dernier à la fin du journal de 20h. Dans un instant, la météo d'Alain Gillot-Pétré, suivie de sacrées soirées. À 22h45, le dernier droit de savoir. Vers minuit, les rendez-vous de l'entreprise avec Alain Veller et Nicolas Bétou. Une phrase passée inaperçue, mais qui s'explique par les problèmes que PPDA a rencontrés cette semaine avec les directions de l'info de la Une, qui a décidé mercredi dernier de supprimer une séquence concernant Bernard Tapie dans le reportage sur l'assassinat de Yann Pia. Conséquence, PPDA a donc décidé d'interrompre sa collaboration à l'émission. Deux nouvelles concernent cette semaine Jean-Marie Cavada. La première est bonne, c'est sa nomination à la tête de la nouvelle chaîne du savoir et de la connaissance. La deuxième peut être bonne ou mauvaise, c'est à voir. C'est son arrivée dans les Guignols de l'info. La marionnette est en cours de fabrication et elle devrait voir le jour dans le courant du mois d'avril. Les interventions d'Isabelle Adjani à la télé sont suffisamment rares pour mériter d'être signalées. Alors le 6 mai, à l'occasion de la sortie du film de Patrice Chéreau, Isabelle Adjani devrait participer à un bouillon de culture spécial Reine Margot sur France 2, donc à 22h30. En attendant de revoir Arthur à la télé, on pourra le retrouver bientôt dans les librairies. Tout d'abord sous la forme d'une BD intitulée Arthur et les pirates, et également sous la forme d'un roman qui s'appellera Antinéa et les pirates, qui sortira au mois de mai. Et pendant une semaine, du 24 au 30 avril, France 2 vivra à l'heure libanaise. 3 ans après l'arrêt des combats, plusieurs émissions de France 2 se feront en direct de Beyrouth. Michel Field y installera son cercle de minuit, Bernard Pivot son bouillon de culture, et les émissions religieuses se feront également de là-bas. Voilà, dans un instant, Michel Denisot reçoit Pascal Brognaud dans Télédimanche. Pascal Brognaud dirige sur TF1 l'unité des magazines et des documentaires. Les émissions vedettes de Pascal Brognaud sont perdues de vue. Moi, numéro 1, bonjour. Bonjour. Tout est possible et bientôt pour une nuit ou pour la vie. Vous accédez de plus en plus au créneau de 20h30 aux dépens des émissions de divertissement. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a beaucoup de place de libre. Actuellement, sur le 20h30, ce qui marche bien, c'est les fictions, c'est certaines réalités shows qui rendent service au public, mais c'est vrai que les autres émissions ont du mal à tenir la distance. Et bon, moi, je suis pas un joueur d'échecs. Je ne cherche pas à avoir seulement le roi. Je suis un joueur de Go qui va un peu là où il y a de la place. Tant mieux si je prends le roi en plus. Mais je pense qu'il y avait de la place dans cette case-là. J'ai essayé de trouver des émissions qui étaient à la fois des émissions de société et des émissions qui sont quand même divertissantes. Dans les périodes moroses, on a besoin de sourire. Les coulisses du destin, ça a été un long travail avant d'en arriver là. Et l'émission va-t-elle évoluer? Bon, le premier numéro, c'était avec Bernard Tapie. C'était un bon succès d'audience, même un très grand succès d'audience. Mais partout où va Tapie, il y a un succès d'audience. Le numéro 2, c'est avec l'Abbé Pierre. Là, vous prenez quelqu'un qui est en tête des sondages de popularité aussi. Et l'idée d'émission, c'est de questionner des personnes qui sont justement en tête de sondage et qui sont des leaders moraux, politiques ou autres, pour essayer de trouver le parcours de l'homme derrière sa réussite. Et simplement, dans cette seconde émission, on a retrouvé de façon plus claire le concept qu'on avait mis sur pied au départ, c'est-à-dire que l'invité principal fait des rencontres sur le plateau, des rencontres avec des personnes avec lesquelles il a envie de discuter. Alors vous en parlez dans le détail parce que l'émission a déjà été enregistrée, elle sera diffusée le 14 avril. Oui. Et Bernard Briançon et Franck Battard vous ont suivi au travail pour voir quel est votre rôle et comment vous êtes perçu par votre équipe. T'as pas de pantalon? Sans chemise. Sur le plateau des coulisses du destin, échange aimable entre Pascal Brognaud et Guillaume Durand. Pascal Brognaud a été chargé par Patrick Lelay, il y a un an, de reprendre en main Guillaume Durand avec une consigne ferme, retravailler le concept. D'ailleurs, l'intéressé n'est pas mécontent du résultat. Pascal Brognaud est la première à lui parler enfin le langage de la franchise. Elle est surtout plèche-cul. J'ai déjà vu dans sa vie engueuler les patrons de la chaîne et les traiter de tous les noms, les journalistes importants, etc. Elle est incroyablement entière. Franche, oui. C'est pas une fille qui essaye de vous faire passer une émission d'audience pour une émission culturelle. Elle fait son job et elle est extrêmement franche. Pascal Brognaud a des convictions, souvent critiquées d'ailleurs. Celle, par exemple, qu'il est possible, tout en faisant du spectacle, de traiter de problèmes de société. En gros, faire du reality show, et elle l'assume. Elle dirige aujourd'hui les coulisses du destin. Émission débat, concept, un invité de marque dont on espère un langage fort et une langue qui ne sera pas de bois. Aujourd'hui, l'Abbé Pierre. Je vous propose pas de vous maquiller. C'est pas la peine. Il est habitué à se voir le maquiller. On mettra un peu de couleur avant le tournage, peut-être. C'est vos affaires, ça Ah, vous êtes d'une docilité aujourd'hui incroyable. L'abbé Pierre est quelqu'un qui, précisément, a toujours accordé son action à sa parole. C'est pas simplement quelqu'un qui a des idées, qui écrit, qui discourt. C'est quelqu'un qui est Manu Militari au cœur des choses. Moi, j'aime principalement les hommes d'action, les hommes qui ont une réflexion et qui la mettent en action. C'est vrai que l'abbé Pierre, pour moi, est quelqu'un d'exceptionnel, de remarquable.
Innovation par rapport à la première émission. Ici, d'autres invités viennent témoigner, soit en raison des liens qu'ils ont avec l'abbé Pierre, soit en raison de leur actualité. Pascal Brogniaux dit avoir fait retrouver la confiance à Guillaume Durand et lui avoir apporté la discipline. Pendant les pauses publicitaires, elle donne ses conseils, tout pour l'efficacité. Parce qu'il a tendance à s'endormir. Il a tendance à s'endormir. Tu nous remets un petit coup de turbo. De toute façon, tu changes d'interlocuteur, ça va aller. Ici, elle suggère à l'animateur d'Ifoul de Fun Radio une question. Il y a des questions qu'on a loupées avec l'abbé sur lui, sur sa vie amoureuse. Si tu pouvais arriver à lui en poser... Et c'est sous le regard de ses deux principaux collaborateurs, Bernard Boutier et Patrick Menet, qu'elle prodigue ses derniers conseils à Guillaume Durand. Prendre un tout petit peu la fin pour la boucler. Ça sera plus facile pour nous. Principale qualité de Pascal Brogniaux, au fond, c'est quoi remettre toujours tout en cause. Puis une vraie autorité aussi, je crois. Une vraie autorité sur les gens, sur les choses, sur les concepts. Principal défaut? Remettre toujours tout en cause. Une vraie autorité. Pas toujours du gâteau, alors, de travailler avec vous. Je trouve on s'amuse plus que ça, je crois, quand même. Vous avez longtemps attendu avant de remettre Guillaume Durand à l'antenne. Pourquoi? Parce que c'est lent de trouver un concept. C'est vrai qu'on a rêvé à plusieurs choses différentes et quand on s'est senti bien dans une idée, on l'a mise à l'épreuve. C'est vous qui avez eu envie de travailler avec lui avec vous, c'est la chaîne qui vous l'a demandé? Non, c'est Patrick Lelay qui a dit à Guillaume Durand, tu vas chez Brogniaux. Et Brogniaux comme on dit, on va en pension? Non, ça s'est trouvé que... parfois, Patrick Lelay dit, prenez un tel dans votre équipe, mais j'accepte pas toujours. C'est vrai qu'il y a des gens avec qui j'ai des affinités. Guillaume, c'était un plaisir. D'accord. Alors, votre prochaine création, c'est Pour une nuit ou pour la vie? Morandini nous en a dit quelques mots l'autre jour. On a envie d'en savoir un petit peu plus. C'est quoi? C'est une émission avec des couples, encore des couples? Oui, mais c'est comme le journal télévisé, on ne s'en lasse pas des couples. Je pense qu'on est à cheval entre une émission de société, une émission de psychologie, de divertissement. En fait, ce sont deux couples qui viennent dans cette émission, qui ne sont pas mariés, bien sûr, qui ne vivent pas encore ensemble, et qui vont essayer de savoir si c'est pour une nuit ou pour la vie. C'est-à-dire qu'on les soumet à des tests, à des épreuves qui sont des épreuves qui sont du jeu de rôle. C'est jouer avec la vie, quand même. C'est jouer avec la vie. Ils ont quand même avec la vie des autres. Oui, enfin, ils sont demandeurs. Je veux dire, ça ne se prend pas la tête. Je veux dire, on n'essaye pas de leur faire un diagnostic trop grave, mais c'est vrai qu'ils y croient un peu quand même. Témoin numéro 1, qui est une des autres émissions dont vous avez la responsabilité, Richard Michel, qui travaillait avec vous, est parti parce que, dit-il, vous ne travaillez plus avec la justice. Pas du tout. Les règles du jeu n'ont pas changé. Nous travaillons toujours en bonne intelligence avec la chancellerie. Nous donnons la parole donc, dans cette émission à la fois aux juges et aux procureurs pour qu'ils fassent des appels à témoins pour relancer les enquêtes en panne. Et naturellement, tous les témoignages qui nous arrivent sont remis directement au juge dans le secret de l'instruction. Simplement, dans cette émission, nous souhaitons aussi donner la parole aux gens, c'est-à-dire que les familles des victimes peuvent aussi s'exprimer et témoigner sur leur inquiétude et sur leur désir que justice soit faite. C'est sur ce point-là que nous avons eu un différend et je pense qu'une émission, nous ne sommes pas auxiliaires de justice. C'est-à-dire qu'une émission, c'est une émission aussi de société et que sur des faits graves que nous évoquons dans ces émissions, la façon dont les familles vivent ces faits, c'est une chose importante aussi pour la connaissance du sujet et pour le public. Alors Dominique Cancien, qui est directrice artistique à TF1, disait ici il y a quelques semaines que toutes les émissions qui étaient sous sa responsabilité n'étaient pas forcément de son goût, mais pour le goût du public. Est-ce que pour vous c'est pareil, ou est-ce que toutes les émissions que vous faites, vous les aimez sincèrement? Et je les aime toutes sincèrement. Je ne mettrai jamais à l'antenne une émission avec laquelle je ne sois pas d'accord. Et j'ai un œil très, très vigilant, même sur des parties d'émissions, des séquences d'émissions qui, si elles dérivent ou si elles n'ont pas un contenu suffisant, non, j'aime les émissions que je fais et je n'en mettrai jamais à l'antenne avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous êtes bien à TF1? Je suis assez bien à TF1, c'est une chaîne qui nous permet de se sentir vivant tous les jours. Alors l'identité des chaînes a fait l'objet d'une étude récente de la Sofres. Daniel Wolfram et Bruno Pinet synthétisent cette étude avec l'un des inventeurs de cette méthode. Vous faites quoi dans la vie, Eric Stemlen? Je suis le directeur du département sémiométrie de la Sofres. Oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça? La sémiométrie, on pourrait dire que c'est la mesure du sens. En fait, c'est une méthode pour comprendre, au-delà des chiffres, au-delà des sondages classiques, quelles sont les valeurs des gens, à quoi ils tiennent vraiment. Imaginons donc une rose des vents, elle indique différents sentiments représentés chacun par 210 mots, ainsi répartis dans un univers mental où à gauche se retrouveraient des valeurs d'ordre et à droite des valeurs de liberté. Ainsi, pour TF1, les mots cités le plus souvent par le public sont patrie, propriété, mais aussi mode. Cette image de TF1, elle se caractérise en fait par plus de mots,
Mais ces mots-là nous disent déjà que c'est une grande institution avec un côté un peu traditionnel, mais aussi une proximité assez quotidienne avec les gens. Très bien. France 2, France 3. France 2, récompense, élégance, c'est quelque chose d'un peu plus affectif, d'assez doux, une volonté de vivre en harmonie avec autrui. Pourquoi récompense et élégance, en fait? Il se trouve que ce sont les deux mots les plus caractéristiques, il y en a d'autres, mais ce sont des mots qui disent la proximité, mais la proximité affective. France 3. France 3, on voit ici créateur étranger, mais il y a aussi un sens du respect de l'ordre également sur France 3, mais avec une volonté d'ouverture. Notre chaîne Canal. C'est très net, aventurier, orage, c'est de la liberté, du plaisir, de la prise de risque aussi. Ensuite, on a Arte. Arte, étranger, orage, c'est de la singularité, de la différence. C'est plus original et distinct, disons, que Canal+. Et enfin, M6. M6, mode, propriété, on retrouve cette idée de proximité avec autrui, de vie quotidienne. Ça ressemble à TF1 un peu. Ça recouvre un peu TF1, en termes d'image aussi. Alors maintenant, on va voir ça par plage. Résultat, quand on regroupe tous les mots significatifs d'une chaîne, TF1 se place franchement dans la sphère de l'ordre. À l'opposé, Arte en vert est perçu dans la zone de la liberté, de la différence. Surprise, en rose, M6 occupe du côté de l'ordre une place proche de celle de TF1. Canal, à l'opposé, en blanc, recouvre presque Arte, c'est un public individualiste qui recherche le bonheur. Le service public est proche de M6 pour les valeurs familiales, mais aussi de Canal et d'Arte pour la curiosité et l'aventure. Conclusion, France 2 et France 3 ont une image moins typée que celle des autres chaînes et paraissent jouer sur tous les tableaux. Et voici le résultat complet du sondage. À la télévision aujourd'hui, il semble bien que tous les goûts puissent être satisfaits. Est-ce que vous pensez qu'il y a un décalage entre la façon dont vous êtes perçu par le public et la presse ? Oui, je pense qu'il y a un gouffre entre la façon dont les spectateurs vivent les émissions que nous leur proposons à l'antenne et la façon dont la presse, les critiques, les annonces, l'opinion de la presse est complètement différente de celle du public. C'est-à-dire que vous avez plus le public pour vous et la presse contre vous. Incomparablement, oui, bien sûr. Mais c'est bien comme ça. Je préfère ça que l'inverse. Merci Pascal Brugnot. Avant de recevoir Claire Chazal et Christine Ockrent, une avant-première. Samedi prochain, France 2 diffusera à 20h30 un spécial 1 pour tous au bénéfice de l'Action internationale contre la faim. Émission présentée par Sandrine Dominguez et Christian Morin. Véronique Jacquinet. Cette fois-ci, donc, le jeu, c'est 1 pour tous. Les stars invitées à jouer bénévolement sont dans la brochette que vous voyez défiler là. La cause humanitaire, c'est... l'Action internationale contre la faim. Merci. Et le plateau, celui de Taratata. Tout de suite, parce que moi je vais... Pendant que Paul Loup sous Litzer fait ses affaires, et en attendant le début de l'enregistrement, je vous laisse admirer le beau décor tout neuf. Voilà, et hop, dans le public, ça va démarrer. Eh monsieur, on peut pas avoir un t-shirt? Un t-shirt? Un t-shirt 1 pour tous? Oui, on l'a pas encore celui-là. Tu te rends compte? Attends, on est sur France 2, on n'est pas sur TF1. Et alors? Attention pour le début d'émission, s'il vous plaît, on va commencer. Et c'est justement là que va commencer la véritable épreuve pour Sandrine Dominguez et Christian Morin. Avec 4 équipes prestigieuses, avec des personnalités formidables, je vous dis ça parce que si je dis le contraire, eh bien je vais avoir un petit problème. Et si vous le permettez, on va recommencer parce qu'on est... Stop. C'est très gênant, je m'adresse à cette caméra et je te vois en train de faire des... C'est un peu chiant, c'est tout. Allez, on y retourne pour les applaudissements, s'il vous plaît. C'est le deuxième essai pour Christian Morin. Ah, ce coup-ci, c'est un problème de son. Enfin, au bout du 5e essai, l'émission a pu commencer quand soudain... T'as quoi? C'est un reflet sur ton collant, là, Sandrine? Non, c'est pas un reflet. Bah, c'est quoi, alors? Elle a un bac à filer. Ah, quel digne! Bon, après les épreuves techniques, on passe aux épreuves sportives. 3, 2, 1, partez. Ah là 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 là. On vous l'a dit, c'est très difficile. Il y a une grande pression sur tous les sportifs qui tentent cet exploit. Les 5 premiers 1000 francs, ils sont difficiles. Pour le moment, pas de réussite. Là, je peux vous le dire, et je pense que vous l'avez compris. Nous comptons tous sur les stars intello pour remplir la cagnotte de l'AICF. Alors vous avez proposé ici Nina Morato pour le tango argentin. Eh bien non. Ah, encore raté. C'est Marie-Adam. Bon alors, les sportifs, vous allez la remplir, cette fameuse cagnotte? Attention, Christophe, pour les 5 autres 1000 francs. 3, 2, 1, partez.
Raté. Et non, les planches ne sont pas cassées. Malheureusement, 5000 francs dans la cagnotte. Bah, il va pas être bien gros le chèque pour la ICF. C'est les premiers gestes du cœur des sportifs qui sont avec nous ce soir. Bon, on retourne aux têtes. 5000 francs dans la cagnotte. Et il y a ici le voyage en montgolfière. Eh bien, c'est Yves Duteuil en réalité. Ah, va falloir se saisir, ça fait très mal là. Non, je me suis pas fait mal, mais c'est la forêt quoi. C'est dommage. C'est dommage. Mais ouais, mais c'est la loi du sport. Ouais. On peut pas tricher. Il n'est pas question de tricher, c'est justement ça le problème de ce genre d'émission. Allez, on s'en essaye un petit dernier, Sandrine. C'est Thierry Girard. Et je vous l'ai dit, lorsque la roue arrière de son vélo aura atteint les 3 escaliers, alors nous arrêterons le chrono, qui est pour le moment à 11 secondes de la fin. 9 secondes, 8 secondes. Oui, ouais, bravo France 2 qui va pouvoir diffuser son spécial 1 pour tous à 20h50 samedi prochain. 2 reines de l'info sont à Télé dimanche, Claire Chazal et Christine Ockrent. Avant d'être réunies sur notre plateau, Claire Chazal et Christine Ockrent l'étaient avec le Tout Télé jeudi soir au Zénith pour la soirée Tous contre le sida. Bonjour à toutes les deux. On va voir dans un instant avec Véronique Jacquinet l'audience de cette soirée, les coulisses de cette soirée. Quelle est votre opinion sur cette soirée Tous contre le sida? D'abord qu'elle a été longue. Ensuite que c'est formidable que ça ait eu lieu. Et c'est un peu dommage d'abord qu'il n'y ait pas eu plus d'argent récolté. Je trouve que c'est vraiment grave. Oui, il faut espérer que les chiffres vont monter. Il y avait des monde devant l'écran en tout cas. Ce que je regrette, c'est qu'on ait parlé des toxicomanes qu'après 1h du matin, alors que sur le fond, c'est le problème essentiel qui doit concerner tout le monde. Et la prise de conscience doit se faire là, parce qu'on sait que c'est par eux, malheureusement, que passe en France. On a le record d'Europe d'augmentation du sida à cause de la toxicomanie. Donc c'est un peu dommage, c'est mon seul regret. Sinon, je trouve ça très bien. Claire? Moi aussi, bien sûr, formidable que toutes les chaînes soient mises ensemble. Il faut remarquer qu'il y avait beaucoup de monde, c'est vrai. Il y a eu, même très tard, près de 10 millions de gens qui regardaient ça. Donc je crois qu'on est content. Je suis d'accord avec Christine sur les longueurs. Je crois que peut-être si on avait donné peut-être un aspect un peu plus, peut-être moins dramatique, montrer que la vie continuait aussi. J'aurais peut-être moins aimé des séquences peut-être presque plus gaies et plus, au début en tout cas, pour le démarrage. Mais voilà. Alors on va voir les coulisses de cette soirée avec Véronique Jacquinet. Plus de 200 stars parmi 4500 invités filmés par 16 caméras entourées d'une centaine de techniciens pour une émission de 6h30 ayant coûté dans les 10 millions de francs et eu en moyenne 10 700 000 téléspectateurs. Voici le premier bilan chiffré de la soirée Tous contre le sida, diffusée jeudi dernier par 7 chaînes de télé françaises. Bon, le plateau, je crois que c'est pas la peine de vous le montrer à nouveau. Voilà ce que ça donnait de là où on était, vu qu'on a passé notre soirée backstage à épier les stars dans leur loge pour voir ce qu'elles faisaient pendant que vous regardiez la télé. Alors, William Scheller, qu'est-ce que vous regardez là? C'est une anti-sèche que je vais mettre sur le piano au cas où je me tromperais. C'est les mots bleus de Christophe qu'on va chanter avec Alain. Chant fort, je crois. Bon, je vous ferai réciter tout à l'heure. Je crois qu'à côté, il y a Souni MC qui écrit son texte. Alors, vous en êtes où, jeune homme? Je suis pas sûr de ma diction, de mon phrasé, mais bon, je vais essayer. C'est bien. Objectif prioritaire du tour Tous contre la maladie. Le malade imaginaire n'est plus ce qu'il était déjà dit. Le virus, la science en ralentissant sa progression. Élucidons donc ce mystère en unissant nos dons. Yopla. À peu près ça. Bon, je relève les copies dans 1 heure. Ok, maîtresse. À tout à l'heure, je vais voir Nougaro et Pani où ils en sont. Ah, très bien, ils répètent. Bien. Bon, alors vous êtes prêts? Pourquoi? C'est maintenant? Non, non, bougez pas, on reviendra vous chercher tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'ils fabriquent à côté, MC Solar et ses copains? C'est parti pour un tour de magie. Alors ça, le rouge, c'est le sida. Et la soirée va tenter de le faire disparaître. L'échec arrive. Donc c'est hop. Vous envolez pas, on revient. Nous on reste là, on ne bougera pas. Parfait. Voilà. Bon, ça c'était pendant la première partie de la soirée entre 20h50 et 22h30. Et à ce moment-là, vous étiez en moyenne près de 21 millions scotchés devant votre télé. 2 heures plus tard, vous n'étiez plus que 13 400 000, mais toujours autant de stars dans l'enceinte du Zénith. On retourne aux loges. Ah, un scoop, enfin Téléphone se regroupe. Allez, on retourne voir Scheller, ça fait rien que 3 heures qu'il attend tout seul. Ça va toujours, William? Ça va, je mémorise. Quand je pense qu'ils ont gardé 200 stars comme ça, enfermées pendant 6h30. Voilà, comme des bêtes de scène. Et après votre passage, on vous remet là? Et après, après nous avons le droit de sortir du sida. L'émission aura débordé d'1h30, mais aucune chaîne n'a décroché. Et à ce moment-là, vous étiez encore plus de 3 millions à regarder. Alors, faut-il renouveler une telle soirée?
Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je ne suis pas sûre. Je crois que c'était très important pour le sida, qui était jusqu'ici dans l'opinion un sujet un peu tabou, un peu à part. C'était très important que les chaînes s'unissent, c'était formidable. Je ne suis pas sûre qu'il faille répéter cette espèce d'union, parce que je crois que les gens ont aussi droit à la diversité. Je crois que ce n'est pas nécessairement mieux qu'on impose finalement à tout le monde le même programme. En revanche, qu'il y ait une espèce de coordination entre les chaînes pour que, thème par thème, il y ait une espèce encore une fois, d'enchaînement, qu'une chaîne fasse une grande soirée, qu'une autre en fasse une autre 6 mois après, pourquoi pas? Mais toujours sur des thèmes effectivement tout à fait déterminants, exceptionnels. Enfin, mais il faut laisser le choix aux gens. J'ai aucune raison non plus de revenir à l'ORTF, à une chaîne. On est assez heureux qu'il y ait une concurrence, bien sûr. Et qu'il y ait un suivi. On va parler de la concurrence dans un instant. On se retrouve juste après la pub et on va parler de vous. Alors, Télédimanche avec Claire Chazal et Christine Ockrent réunis sur notre plateau. Est-ce que vous vous regardez mutuellement? Autrement dit, est-ce que vous, Christine Ockrent, vous regardez le 20h de TF1? Est-ce que vous, Claire Chazal, vous regardez le soir sur la 3? Moi, je regarde, oui, très très fidèlement, oui. D'abord, j'ai besoin d'un... En plus, je suis une grosse consommatrice de télévision, donc je n'ai pas énormément de mérite, mais j'aime bien avoir un autre regard après le journal qu'on a fait ou que Patrick a fait. Et puis, en plus, je trouve que Christine a installé une autre forme de journal. Donc, pour nous, c'est très complémentaire et très utile. Donc, oui, forcément, je regarde. Oui. Et moi, je regarde bien évidemment les 20h. Ouais, vous zappez les deux? Ah non, ouais. non. Ma grande difficulté, c'est de zapper des guignols au vrai. Ouais. Là, j'ai un gros problème parce que... on n'a pas ce problème-là, comme c'est juste avant, on ne zappe jamais, on ne regarde pas. Quoi qu'au maquillage à TF1 à 20h-5, c'est sur les guignols. Je zappe entre les guignols et le 20h. Je ne dis pas quel 20h. Est-ce que vous aimeriez parfois être à la place l'une de l'autre? Non, moi je peux pas dire oui parce que je serais assez hypocrite puisque j'ai un journal très regardé, une chaîne qui a énormément de moyens et qui laisse une grande liberté. Donc moi je suis heureuse, donc je n'ai pas d'envie particulière. Mais je trouve que c'est un très beau journal, voilà. Moi je suis très heureuse, oui. Je n'ai pas d'envie particulière sauf d'avoir beaucoup plus de moyens. J'ai eu la chance de faire à 20h longtemps, qui était très regardé, qui m'a procuré beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté, beaucoup d'incertitude et de doute aussi sur ce que ce genre d'exercice veut dire à la longue, année après année. Et je crois que voilà, ce qui est formidable dans nos métiers, c'est de vivre ces expériences-là. Il faut aussi savoir changer, il faut savoir s'arrêter et essayer d'inventer autre chose. Quels sont les avantages que vous pouvez envier l'une à l'autre, professionnellement? Moi, c'est ce que je disais, c'était pouvoir aborder des sujets plus à fond, plus profondément, plus pointus, chose que je ne peux pas faire dans le 20h. Voilà, il y a des vraies frustrations, forcément. Oui, moi, je crois que... Oui, non, ce que je peux... non, c'est d'avoir fini à 20h45, ça c'est formidable. Ça, c'est vrai que j'ai une vraie nostalgie des vraies soirées, de ne pas rester au bureau jusqu'à... Moi qui fais le 23h longtemps sur la 2, c'était plus tard que le journal de Christine, mais c'est vrai que c'est une vie particulière. Quoi, oui. Quel est l'avantage pour vous d'être une vedette? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de désavantage, contrairement à ce qu'on pense souvent. On nous dit souvent la notoriété, c'est lourd à porter. Enfin, très personnellement, moi, je n'en souffre pas. Je trouve qu'au contraire, les témoignages sont des témoignages de sympathie de la part des gens, du public. Enfin, c'est mon expérience personnelle. Donc, je trouve qu'on a d'immenses privilèges de faire ce métier, d'être... on a la chance de pouvoir rencontrer les gens que l'on veut, d'accéder au spectacle que l'on veut, à Paris surtout. Donc, pour moi, il n'y a pas de désavantage, voilà. Je vous demandais quels étaient les avantages. Alors, est-ce que je vais jusqu'à dire qu'il y a des avantages? Enfin, la vie apporte d'autres satisfactions que cette simple notoriété. C'est pas une source de plaisir absolu. Ce sont des chances, des privilèges, voilà. Mais comment réagissez-vous quand vous voyez que votre changement de coiffure est un événement national? Est traité comme tel, en tout cas. Oui, ça me fait sourire. Parfois, je me dis que c'est bien que les gens, finalement, arrivent à s'attacher à des choses moins tristes que l'actualité qu'on leur sert. Surtout quand on en dit du bien de ta nouvelle coiffure. Parce que si on en disait du mal, ce serait plus bien sûr. Oh, tu sais, ça doit bien partager la France en deux. Donc, voilà. Et vous, Christine, les avantages de la notoriété? Les avantages de la notoriété, je crois que c'est surtout de continuer à faire le métier qu'on aime faire. Et je crois que ce qui permet finalement de durer et de continuer à avoir le goût de faire, parce qu'on est des artisans.
vous comme nous, on fabrique quelque chose qui est en plus éminemment jetable. Je veux dire, on fabrique et puis les gens consomment plus ou moins et puis on jette et on passe à autre chose. Et je crois que le vrai privilège, en fait, c'est de continuer et c'est de continuer à entretenir ce goût qu'on a. Alors nous allons voir un reportage de Daniel Wolfram sur un présentateur de journal télévisé en France qui fait 40 à 45% de part de marché. Quel est son nom? Il est sur France 3, c'est sûr. Oui. Eh oui. Mais on ne connaît pas son Oui, nom. c'est Laurent Bignolas. Il a 32 ans. Il est journaliste à la station régionale de Clermont-Ferrand. Il fait le même métier que vous, mais sa vie, vous allez le voir, est un peu différente. France 3 Auvergne, un studio d'enregistrement. D'ouvrage d'aménagement de la Loire et de ses affluents, notamment pour l'écrêtage des crues et la constitution de... Une journée ordinaire pour la région. L'établissement public... Non, je crois qu'il vaut mieux que tu inverses. Que tu commences d'abord, ce sera plus clair. Ah bon, je rappelle l'histoire de... Tu sais, tu parles de l'EPALA, mais je crois qu'il faut simplifier. D'abord, on a l'impression que c'est bancal, on ne comprend pas ce que ça vient faire. Et c'est que là qu'on comprend le début de la phrase. Mais malheureusement, on l'a déjà oublié. Que tout le monde n'est pas d'accord. Pourquoi? Dans le rôle du rédacteur en chef, Laurent Bignolas, il est également présentateur du journal régional. Parce que les solutions sont extrêmes dans la région. Moi, je manque de billes là-dessus. C'est pour ça que je suis embêté, parce que j'arrive pas... J'ai pas assez d'informations, moi, sur les raisons des oppositions, tout ça, tu vois. Coucou. Déjà. C'est l'enquiquineur. Une minute d'image dans la réunion, tu vois, c'est presque... Ils t'ont laissé faire seulement une minute d'image. Ouais, c'est sans son. Laurent, un présentateur qui s'intéresse comme ça au montage et au sujet, c'est rare. Non. Si. Non, c'est logique. À Clermont-Ferrand, Laurent Bignolas, on part tout de suite pour l'Auvergne. Bonjour Laurent. Bonjour, deuxième semaine européenne. Laurent Bignolas est donc une sorte d'homme orchestre, tout sauf un présentateur distant, bien à l'abri dans sa tour d'ivoire régionale, même si son journal dépasse quelquefois TF1 à la même heure. Mais de logistique, aujourd'hui. Au bout d'une dizaine d'années, on se dit, bon, ben... qu'est-ce que je suis devenu? Est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais? Je veux dire, il ne faut pas se fier uniquement à l'audience. On fait les choses avec conviction. En parlant d'audience, là, vous êtes un des journaux les plus regardés en région. Oui, c'est vrai. Ouais. On fait mieux que certaines émissions nationales à la même heure. Coucou. Coucou, c'est-à-dire? Par exemple, de Chavannes, on est déjà passé devant. En parlant de Chavannes, on va voir si vous êtes aussi connu que lui dans la rue. Hein. Ah, ça m'étonnerait. Il est passé ici. Allez. Une rue piétonne du centre de Clermont-Ferrand est la démonstration immédiate de cette théorie sur l'anonymat relatif d'un présentateur régional. Bonjour, vous le connaissez? Non. Vous le connaissez? Ah non. Non? Non. Si. Vous le connaissez? Ah oui. C'est qui? Le présentateur de la DFR3. Vous le connaissez? Ah non, non. Regardez-le bien. Madame, vous le connaissez? Non. À la télé, peut-être. À la télé, peut-être. Il me semble. C'est cruel, hein. C'est cruel. Amusant, mais cruel. Monsieur, vous le connaissez? Non. Non. Et vous, monsieur, vous le connaissez? Vous avez l'impression que si vous étiez présentateur national, les gens s'arrêteraient plus? Ah, mais c'est complètement différent, je crois, parce qu'effectivement, un présentateur national, c'est quelqu'un qu'on ne voit qu'à la télévision, et si on le voit dans la rue, ça devient un événement pour la personne qui le rencontre. En ce qui nous concerne, nous, en région, en tout cas en ce qui me concerne moi, je crois que je vis assez proche des gens, je suis avec eux dans leur ville, etc. Donc ils m'ont aussi bien dans leur région, à la campagne, en ville, etc., que dans le poste. Donc pour eux, c'est la proximité, quoi. Ils ne sont pas étonnés de vous voir, quoi. Ouais, non, pas du tout, oui, c'est logique. Oui. Vous faites partie du décor. Oui, c'est ça, le décor. Comment êtes-vous à 8h moins 1? Du soir. Du soir, oui. En général, évidemment, un peu tendu. Ça dépend beaucoup aussi des journaux. Il y en a qui sont lourds à faire parce qu'ils sont très chauds, parce que les choses ont beaucoup bougé jusqu'à 8 heures, parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'interventions en direct. Tout ça est beaucoup plus difficile à manier qu'un journal, je dirais, traditionnel, tranquille, qui, se fait finalement dans le calme. Ça dépend évidemment de l'actualité, de son état de fatigue, enfin, des tas de choses. Alors on va parler de la bourse maintenant, puisque depuis septembre dernier, c'est fini sur TF1, sur France 2, ça continue, bien sûr, c'est au journal de 13h, à la fin du JT de 13h. Explication, Michel Royer, et on va retrouver Claire Chazal. Avez-vous remarqué que TF1, depuis septembre dernier, a remplacé sa traditionnelle chronique boursière de fin de journal par une séquence généraliste présentée par Jean-Marc Sylvestre sur tous les problèmes d'argent? Non?
Il s'agit pourtant d'une révolution. Depuis les années 60, en effet, et l'installation à la bourse par la Chambre syndicale des agents de change d'un studio de télévision complet loué 1 franc symbolique à la première chaîne, tous les journaux de la mi-journée se concluaient, rappelez-vous, par l'image rituelle du journaliste financier de service qui commentait les cotations du jour. Nous allons voir quels sont les cours de l'automobile aujourd'hui à la Bourse de Paris. Nous retrouvons Michel Tardieu. Michel Tardieu, le pionnier, officia jusqu'en 76. Effectivement, vous montrez tout de suite les cours d'automobile. D'ailleurs, je dois dire que dans un marché qui est mauvais, parce que la bourse n'est pas bonne aujourd'hui. Suivi entre autres par Gérard Roger. La parole n'est pas avec les points. Mais la bourse continue sur sa lancée d'hier. Ou encore par Luc de Molnar. La bourse de Paris, et on assiste même à quelques hausses importantes aujourd'hui. Dont les apparitions à l'écran correspondaient bien souvent, pour tous ceux que les cotations ne concernaient pas, au signal de retour au travail ou de début de sieste. Il nous reste à jeter un coup d'œil sur ce qui se passe à la Bourse de Paris en ce début d'après-midi. François Donati. Vint ensuite le duo Tendron-Donati, rendu célèbre surtout grâce au fouillage de Mourouzi. Et Benoît se dirige tranquillement vers la Bourse de Paris où il va le... Poum, il est tombé sur Donati. Eh non, c'est sur Tendron, c'est peut-être pour ça, il y a eu méprise, alors il a chuté. Ici la Bourse de Paris, à vous Yves Mourouzi. Merci François de... René Tendron et regardez... Au début des années 80, Antenne 2 s'y met à son tour. Jean Lebert en direct de la Bourse. Jean, nous vous écoutons. Un calcul rapide d'Antenne 2. Oui, c'est ça. J'ai des problèmes de voix. Bon, ça va plus du tout, Jean Lebert, apparemment. Là, vous êtes submergé, mais ils ont beaucoup d'humour, dites-moi, les gens de la Bourse. Oui. Je termine sur l'or. L'inusable Jean Lebert, filmé ici lors de la dernière séance de 84, est remplacé le temps d'un été par une petite débutante. À Paris, le lingot. Vert, je crois que ça baisse sensiblement ce matin. Eh bien écoutez, il faut plutôt dire que la Bourse de Paris marque une pause aujourd'hui. Le marché est calme, en léger recul, certes, mais c'est un peu les vacances. Fin des années 80, les deux chaînes isolent du journal la chronique boursière, dans le but notamment de la faire sponsoriser. Bonjour, je ne sais pas si le commissaire Maigret est allé à la Bourse. L'audience de la rubrique chute en 92 sur TF1, qui ne trouve plus de sponsors. La Bourse disparaît de la première chaîne. À l'heure du Minitel, de Chronoval et de la cotation continue, seule France 2 maintient aujourd'hui la tradition. La suite vous attend au téléphone et bien sûr sur votre Minitel 36 15 France 2. À demain. Alors, dernière question à vous deux. Quels sont... Je peux dire un mot sur la Bourse, c'est que dans cet excellent journal qu'ils appellent Le Soir sur la 3, nous avons un petit tableau qui donne les cotations de Wall Street qui ferme. Non, mais qui ferme, qui vient de fermer, donc c'est utile, enfin pour ceux qui s'intéressent à la Bourse. Et puis nous avons quand même, grâce à Jean-Marc Sylvestre, on le disait tout à l'heure, une rubrique qui continue quand même. Alors, c'est la dernière question, quels sont les sujets d'actualité sur lesquels vous êtes béton et quels sont ceux où vous êtes un petit peu juste et... Moi, le foot. Ça, tu es juste sur le... Non, béton d'abord. Très juste. Très juste sur le foot. Commencer. Ouais. Donc, je dis le foot. D'accord. Voilà. Sur le foot, vous connaissez bien? Oui, je connais rien. Rien? Ah, d'accord. Rien. Peu de choses pour ma part, sur le foot aussi. Enfin, je connais le PSG. Ouais. Donc, quand arrive une dernière nouvelle sur le sport, sur le foot, là, vous vous contentez de la dépêche. Oui, enfin, si c'est un match qui a eu lieu dans la journée, on a suivi un peu. Enfin, donc ça va bien, qu'on ne nous demande pas de faire des commentaires, c'est ça. Non, moi, j'ai longtemps cru que jouer à l'extérieur, ça voulait dire jouer en plein air. Mais c'est Gildas qui... Moi, j'allais vous dire, c'est l'histoire belge. Presque. Ouais. Mais c'est Gildas qui me l'a expliqué quand même. Donc je lui en sais une reconnaissance éternelle. Et quels sont les sujets sur lesquels vous attendez de pied ferme l'actualité? Moi j'aime bien la politique et l'économie. L'économie parce que c'est ma formation et la politique par goût. Voilà. Honnêtement, aucun. Enfin, je veux dire par là, il y a des espèces de notions qu'on accumule, forcément, mais je crois que ce qui maintient, encore une fois, l'appétit dans ce métier, parce que sinon c'est quand même très fastidieux, hein, faire 3 lignes pour lancer un sujet, on attend la fin du sujet, on refait 3 lignes. Ce qui maintient l'appétit et le goût de ça, c'est au fond de découvrir. Et donc je crois qu'on n'est jamais totalement serein, on ne se dit jamais qu'on possède vraiment quelque chose, je crois, vraiment. Alors, je vais maintenant vous faire découvrir un animateur qui a 250 millions de téléspectateurs. Ce n'est pas sur FR3 Clermont-Ferrand cette fois-ci. Il s'appelle Leonid Yakubovitch. Il a 48 ans. Il anime la roue de la fortune pour la télévision soviétique. C'est aujourd'hui un personnage qui compte dans la Nouvelle-Russie. Son audience est à la dimension de l'ex-continent et va même au-delà de l'ex-continent soviétique. Daniel Wolfram et Ahmed Sel à Moscou. Cet ancien ouvrier modèle, devenu ingénieur dans la plus belle tradition soviétique, avait une passion secrète, le cinéma, l'image, la télévision, pour laquelle il écrivait des scénarios. Puis un jour, pendant une émission, il est repéré et devient l'animateur le plus populaire du RSS. C'était il y a peu de temps,
En 1991, depuis, Leonid Yakubovitch est devenu une star. Le secret de sa réussite, le voici. Ce plateau astiqué laborieusement par les babouchkas de service, ce jeu universellement connu, c'est Trou de la fortune donc, version russe, incarné maintenant depuis 3 ans par Leonid Yakubovitch. Скажите, вы давно работаете в этой студии, записываете? С первого дня. С первого дня? Люсечка, повесь где-нибудь. Объясни. Сейчас, Юрий Владимирович, попросишь, чтобы это сразу вынесли. Где-нибудь здесь положи. Хорошо. И скажи, чтобы скафандр сюда принесли. Хорошо. Il a l'œil à tout, Léonide. Il s'occupe de tout, il chauffe même son public. Plus qu'un simple animateur, c'est une sorte d'homme-orchestre. Sa roue de la fortune est un véritable spectacle. Dans cette séquence, les concurrents sont tous d'anciens cosmonautes, de véritables héros encore aujourd'hui. Léonide s'adapte donc aux circonstances. Это очень странное ощущение. Вдруг все стали знакомые. Все. Я тоже бегал за какими-то там знаменитыми актерами, выпрашивал автографы, дома рассказывал, я вчера видел этого или этого, и получал от этого страшное удовольствие. Вот это мое удовольствие я сегодня, как бы сказать, ощущаю за тех, кто видит меня. Les escaliers du Palais de la Jeunesse pour l'enregistrement d'une autre émission, une de plus, mais aussi une des plus populaires de Russie. Il s'agit d'un concours opposant diverses universités. Cette fois-ci, Leonid Yakubovitch est membre du jury. Autre ambiance, Léonid anime une soirée privée pour l'anniversaire d'une grosse banque d'affaires russe. Atmosphère compassée, sans chaleur. А где крики «Ура! Браво! Поздравляю!» Где-то радость. Совсем другое дело. Un parterre de nouveaux riches issus pour la plupart des rangs de l'ancienne nomenclatura soviétique. À l'image du crooner, ils étaient jeunes sous le règne de Brejnev. Seul moment de détente, enfin, Leonid Yakubovitch et son fils s'offrent un restaurant japonais face au Kremlin. Il est très tard, l'animateur vedette de toutes les Russies répond fatigué à une dernière question, essentielle. У вас есть какое-то представление о том, сколько человек вас смотрит? Что есть представление, я знаю. Сколько? Примерно 200-250 миллионов. Весь Советский Союз, бывший, Израиль, Австралия, Америка, кабельное телевидение. Говорят, в Европе тоже смотрят. Так мне говорят. C'est une vraie internationale? То есть международная, интернациональная передача? Ну, наверное. Наверное. Так говорят. L'affaire Froufrou, après Thierry Ardisson la semaine dernière, voici Christine Bravo. Christine Bravo était à Télé Dimanche. Ardisson a été clair et net la semaine dernière chez nous. Froufrou s'arrête en juin. Bonjour Christine. Bonjour. Info ou intox? Ah oui, ça s'arrête en juin, mais c'est une chose qu'on avait déjà annoncée il y a à peu près 4 mois. Parce que on a l'impression un peu de tourner en boucle avec nos histoires de filles. Et on avait envie de travailler avec des garçons. Donc décision prise par vous. Donc on arrête. Oui, oui, tout à fait. Et puis en accord avec toutes les filles de Froufrou. Alors je reprends les propos de Thierry Ardisson. Brièvement, Ardisson, Bravo, c'est le divorce. Il l'a confirmé. Oui, vous le confirmez? C'est-à-dire que c'est pas un divorce en ce qui concerne la télé, c'est à propos du journal, Froufrou Journal. On a un désaccord très net. Ce sont des négociations donc qui n'ont pas abouti. Les négociations, c'est quelque chose de très banal dans le monde des affaires et d'habitude, on n'a pas à venir s'en expliquer publiquement. Là, c'est effectivement un précédent, puisqu'il y a des mensonges qui ont été racontés, notamment sur l'argent. Et donc, c'est la raison de ma présence ici. D'après ce que j'ai entendu à Télé Dimanche, puisque, encore une fois, avec Thierry, on n'a eu aucune discussion à ce propos.
J'ai donc appris par vous que j'avais demandé beaucoup d'argent, oui, par vous et par l'émission, que j'avais demandé beaucoup d'argent et que c'était la raison de la rupture du journal. Évidemment, c'est pas vrai. J'ai eu absolument aucune négociation avec Thierry. Tout s'est fait par voie d'avocat. Moi, j'ai une avocate qui est aussi l'avocate de France 2, en qui j'ai vraiment toute confiance, qui a négocié un contrat normalement. On a demandé des choses très claires. On a demandé une définition de fonction. C'est-à-dire, je voulais absolument les pleins pouvoirs éditoriaux, et ça, je l'assume, je le revendique. Je ne voulais pas qu'un article que je n'ai pas lu et cautionné soit dans Froufrou Journal. C'était clair. Ce journal, donc, il en était le patron, c'est normal. Vous savez que c'est toujours les financiers dans un journal qui ont le pouvoir. Il se trouve qu'en plus, il était directeur de la publication, comme dans Interview. Et oui, ex-interview, entrevue. Et il se trouve qu'au moment où on a commencé à travailler, toute la rédaction d'entrevue avait été virée, tout le monde, le directeur, rédacteur en chef, et que c'est vrai que j'ai eu peur et j'ai pas voulu que ça m'arrive. Donc on a décidé de verrouiller bien, c'est-à-dire de dire nettement que c'était moi la patronne éditorialement. Et évidemment, vous pouvez me dire, c'est les gens qui ont l'argent, normalement, qui sont les patrons. Eh bien oui, mais en même temps, si on faisait appel à moi, c'est aussi, j'imagine, parce que j'avais une valeur. Donc, je voulais rien déléguer là-dessus. J'ai aussi demandé une clause de conscience. Alors, une clause de conscience, vous savez ce que c'est, puisque vous êtes journaliste, ça n'existe pas dans les autres métiers. Ça veut dire qu'en cas de désaccord éditorial, un journaliste a le droit de partir avec des indemnités. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'indemnité de licenciement. Et Thierry m'a dit, je ne sais pas ce que c'est la clause de conscience, évidemment, il n'est pas journaliste, et il m'a dénié la clause de conscience. Et donc, j'avais plus envie à ce moment-là de prendre la barre d'un journal. Imaginez ce qui se serait passé si j'avais été, moi, virée de ce journal 3 mois après, avec tout ce que j'aurais fait médiatiquement dans ce journal. C'est-à-dire j'aurais fait le journal de 20h, j'aurais fait toutes les émissions de radio où il faut aller, et 3 mois après, on m'imposait, j'ai testé, enfin, vous pouvez imaginer, vous avez lu Entrevue, qu'est-ce que j'aurais fait? Eh bien, je ne pouvais rien faire. Il me disait, dans ces cas-là, la convention collective prévoit que tu pars avec des indemnités de licenciement. Mais moi, je ne voulais pas être licenciée. C'est un journal qui porte mon nom. Parce que Froufrou, excusez-moi, mais c'est à peu près incontestable que c'est associé à mon nom. Sauf mon que image. vous n'êtes plus propriétaire du titre, puisque vous avez vendu le titre à Thierry Ardisson. On ne l'a pas vendu, je vais vous dire exactement. On s'est retrouvés avec France Télévisions Distribution dans un bureau. On a signé la cession de Froufrou à Thierry. Et simplement, c'est vrai que quelqu'un à France Télévisions Distribution m'a dit « Mais pourquoi vous avez signé ça sans avoir fait un contrat avant avec Thierry ?» Disant « Je signe à condition que je sois associée à Froufrou Journal. » Et j'ai regardé et j'ai dit « Oui, pourquoi je ne l'ai pas fait ?» Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que j'ai fait taper dans la main, parole de maçon, et j'ai rien écrit. Et j'ai oublié qu'il fallait vraiment se verrouiller dans des cas comme ça, et surtout avec quelqu'un comme Thierry qui, lui, contractuellement, verrouille très très bien ses affaires. Mais moi, excusez-moi, moi j'ai pas j'ai pas ce talent-là, quoi. Donc... Et j'ai pas pensé qu'on ne me mettrait pas par écrit sur un contrat toutes ces choses qu'il m'avait promises pendant 1 an. Vous ne pouvez pas imaginer qu'au moment où on doit l'écrire, la personne qui est finalement une des personnes qui est le plus proche dans votre entourage ne va pas le faire. Comment vous pouvez penser ça? Il faut être paranoïaque. Alors, si vous voulez, à ce moment-là, on ne s'est pas fâché. Je lui ai dit, est-ce que tu vas sortir ce journal? Réponse, oui. Sans moi, réponse, oui. J'avais 40 pages de fait avec des grands noms de la presse écrite. Je peux vous assurer. J'avais, bon, on ne va pas les citer là parce que c'est des gens qui sont assez gênés maintenant par ce qui se passe. Tout le monde s'est désengagé. Tout le monde a dit, nous n'allons pas écrire dans un journal dont tu ne nous garantis pas la tenue. J'allais pas dire à ces gens, oui, allez-y, la fleur au fusil, je ne sais pas ce que ça va être, Froufrou Journal. Et donc j'ai demandé à Thierry, mais change le nom puisque je n'y serai pas ni aucune de mes copines. Parce que je vous signale que Froufrou, c'est aussi des filles qui sont journalistes, qui ont des noms et qui sont associées à ce titre. Et il a dit, bah non, tu l'as vendu, je le laisse, c'est à moi. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Sinon, être là pour vous dire, lamentablement, c'est pas moi, Froufrou, voilà. C'est quand même incroyable qu'une émission que j'ai créée, que j'ai baptisée,
maintenant m'échappe à ce point, enfin que ce mot de froufrou m'échappe à ce point, mais comme ça c'est loi. J'avais qu'à pas signer. Alors, concrètement, vous travaillez encore avec Ardisson jusqu'au mois de juin pour l'émission Froufrou. Oui. Vous finissez l'année. On n'a jamais eu de problème ensemble pour l'émission. Hein. Écoutez, on n'en aurait peut-être pas eu s'il n'y avait pas eu cette affaire du journal. Alors l'année prochaine, que se passe-t-il? Eh bien alors, j'ai dit à Thierry, puisque tu veux faire un journal qui va s'appeler Froufrou, je ne veux plus qu'on nous associe parce que j'ai peur que ce journal soit indigne. Je n'en sais rien, peut-être ça va être très bien. Et donc j'ai dit, je vais être obligée de changer de producteur à la télévision. Il m'a dit, bah oui, je te comprends très bien. Tout comme ça, hein, pas de violence, pas d'histoire, pas de porte qui claque. Enfin, c'est même effrayant à ce point. Et donc j'ai été chercher Gildas. Alors l'année prochaine, vous redémarrez sur France 2? Bah écoutez, étant donné qu'ils sont très gentils avec moi en ce moment, alors que je ne les ai pas sollicités, oui, a priori, oui. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont venus quand même en renfort, à ma rescousse, là, au moment où j'avais des problèmes. Et le contenu de l'émission sera à peu près le même? C'est des garçons et des filles. Là, ouais, on va changer le... J'ai envie de réconcilier les hommes et les femmes à la télé. Parce que c'est pas à la télévision qu'on voit des hommes et des femmes en train de se parler normalement. En général, la fille, elle est toujours